Et on en vient aux vœux. Le premier concerne un sujet qu'on a déjà un peu évoqué et qui concerne la rentrée scolaire. Et la parole est à Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Oui, un sujet qui est sous les feux de l'actualité et dont il me revient de vous parler avec une certaine gravité. Il y aura de cela 3 ans, l'été prochain, était promulguée la loi pour l'école de la confiance, dite aussi loi Blanquer. Quel plus bel objectif, quelle plus noble ambition peut-on confier à l'école, ce lieu de tous les apprentissages, de l'émancipation, de toutes les hospitalités aussi, que d'apprendre et de travailler dans la confiance. Et voilà que, en ce début d'année 2023, le rectorat de Paris, comme d'autres rectorats d'ailleurs, vient vers les collectivités locales, vers les enseignants, vers les parents, avec des projets de suppression massive de classes dans les écoles maternelles et élémentaires, des suppressions de postes dans les collèges et lycées. À Paris, nous en étions ce matin à une proposition de 176 fermetures de classes. Nous terminons cette journée de comité départemental de l'éducation nationale à 173 fermetures de classes, soit moins 3 classes, dont une dans le 18e, soulignons-le. Néanmoins, le bilan est accablant, la proposition n'est pas acceptable. Il me revient de vous expliquer pourquoi nous le pensons avec les groupes de la majorité du 18e arrondissement. D'abord parce que, oui, le nombre d'élèves diminue. La démographie est à la baisse à Paris comme ailleurs. Mais précisément, si on lit les recommandations de l'OCDE en 2022, donc nous n'inventons rien, eh bien, l'OCDE fait le constat d'un nombre moyen d'élèves par classe en France parmi les plus élevés des pays membres de l'organisation. Donc, baisser le nombre d'élèves par classe n'est pas une fin en soi, mais enfin, avoir un nombre d'élèves limité est quand même une garantie de meilleure pédagogie. Et si l'on en vient au 18e arrondissement, eh bien, un nombre faible d'élèves par classe, c'est s'assurer que partout seront défendus des moyens pédagogiques à la hauteur, dans les réseaux d'éducation prioritaire, nous venons de parler du collège Aimé Césaire, dans les classes qui accueillent des élèves allophones, et nous sommes l'arrondissement qui en accueille le plus à Paris, pour les élèves porteurs de handicap, bien sûr, comment parler de l'école de l'inclusivité sans prendre en considération le fait que ces élèves doivent être accompagnés de manière spécifique, et puis pour rejoindre un sujet qui a été abordé plus tôt dans ce conseil, pour accueillir les élèves qui doivent faire face à une grande précarité. On a parlé des élèves qui parfois vivent à la rue et pour lesquels l'école est une référence, le seul pôle de stabilité avec la famille. Et puis, pour accompagner aussi un projet que nous portons fortement et fièrement depuis des années dans le 18e, celui de travailler à une plus grande mixité, pas par posture idéologique, mais parce que la mixité produit des effets bénéfiques. Nous avons pu l'observer dans les dispositifs mis en place dans notre arrondissement. Pour tout cela, nous avons besoin d'effectifs adaptés. Et c'est tout cela que ces propositions qui n'en sont pas, ces mesures imposées, c'est à tout cela qu'elles contreviennent. Donc, le vœu, et je ne le présenterai pas plus longuement, je pense que mes collègues de la majorité y reviendront, propose, considérant que la confiance est effectivement essentielle pour construire l'enseignement d'aujourd'hui et de demain, que les propositions de dotation ministérielle à l'Académie de Paris soit revue à la hausse. C'est ce qui a été porté aujourd'hui par Patrick Bloch en CDEN, c'est ce que la maire de Paris a exprimé au ministre de l'Éducation nationale et c'est ce que nous vous invitons à soutenir avec nous ce soir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Karine. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Gérald Briand, Pierre-Yvain Arnaud, Pierre-Yves Bournazel et Rodolphe Granier. Merci Monsieur le maire. Oui, évidemment. Donc c'est un vœu commun, c'est un vœu auquel évidemment le groupe communiste s'associe pleinement et le porte. Nous sommes très 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 préoccupés par ce qui est en train de se passer. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale devant les sénateurs notamment très très ferme sur l'objectif, en expliquant que de toute façon il y avait trop d'élèves en moyenne par classe par rapport à la région, par rapport à la province, donc il fallait une suppression. Oublier les fameux arguments défendus par Macron lors de sa campagne électorale sur le dédoublement des classes de CP, ces merveilleux arguments en faveur du dédoublement, du fait d'avoir moins d'élèves face à un professeur pour travailler, tout ça a disparu. Tout ça finalement n'était que de la communication. Tout ça était juste un appôt pour se donner des oripeaux de pédagogistes qui aujourd'hui sont en train de disparaître. Qui disparaissent pourquoi ? Parce qu'on est sur un rectorat, on est sur un ministère qui cherche à faire des économies de postes. On a une désaffection aujourd'hui du métier de l'enseignement. Pourquoi une désaffection ? Mal payée, mal considérée, stigmatisée. Et aujourd'hui, ils sont en train de gérer une pénurie. Et il la gère de la plus mauvaise des façons, en étant dans l'arbitraire et en supprimant avec violence ces postes et ces classes. Je dirais quand même que quand on regarde les choses un peu plus finement, on s'aperçoit par exemple quand vous regardez les suppressions de classes à Paris dans le privé et dans le public, c'est-à-dire que si vous faisiez la même proportion de suppression de classes dans le privé, parce qu'on en supprime, eh bien en fait il y aurait quand même 100 classes de moins. C'est-à-dire 2 tiers qui seraient encore là. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui on s'en prend partout, mais et particulièrement viser l'enseignement public. Donc il faut évidemment se mobiliser. Je pense que ce vœu est important. Je sais que en mairie il y aura une importante réunion publique le 13. Ici même, parce que évidemment c'est un peu l'affolement. Il y a la communauté éducative, mais il y a les parents aussi qui sont vent debout contre le sort qui est fait à leur progéniture, et ils ont bien raison. Donc ils peuvent compter sur notre soutien ferme, pour pouvoir ne pas laisser passer ce massacre éducatif. Pierre-Yvain. Le groupe écologiste et citoyen, effectivement, soutient fortement ce vœu. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec Karine Roland et Gérald, effectivement, pour aboutir à ce vœu de majorité. On a effectivement une situation qui est absurde. On a des établissements où il y a moins d'élèves, mais il y a plus d'élèves dans les classes. C'est ça, en fait, qu'on nous prévoit comme nouveau dispositif, en fait. Donc, des classes surchargées. Clairement, on entasse pour faire des économies. Alors, on entasse surtout des pauvres. Voilà. Parce que eux, c'est possible. On entasse surtout les gens des quartiers populaires. Eux, ça a l'air possible. On entasse surtout les gens qui ont fait le choix de l'école publique. Ça a l'air possible aussi, effectivement, comme disait mon collègue Gérald Briand. C'est plutôt ceux de l'école publique qui prennent. Voilà. Au moment où on a besoin de faire plus d'encadrement humain, on sort de 2 ans de Covid. On sort, effectivement, et on est actuellement dedans dans une crise économique et sociale qui fragilise de très nombreuses familles. J'en parlais tout à l'heure, nous avons beaucoup d'enfants à la rue. Et dans les 18e, effectivement, on en a une partie importante. Et s'occuper de ces enfants en classe demande, avec la communauté éducative, beaucoup d'investissement humain. Eh bien, au moment où on a besoin de tout cet investissement humain, on nous retire des moyens. C'est ça, en fait, qui est mis en œuvre à travers cette suppression des classes. C'est aux plus fragiles qu'on s'en prend. C'est aux 18e qu'on s'en prend. Et je rappelle, c'est pas la première fois. Nous avons fait, il y a quelques mois, un vœu portant sur la suppression d'un lycée professionnel et de notre seul lycée général et technologique. Donc, on nous enlève nos classes de collège, on nous enlève nos classes de primaire, on nous supprime nos lycées. C'est sympathique d'être enfant dans le 18e arrondissement. Déjà, d'être pauvre, on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué. Mais alors, d'être un enfant, et en plus un enfant pauvre, ça devient impossible. Donc, effectivement, moi, je m'interroge sur la logique que l'État met en œuvre ici, dans le 18e. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Pourquoi nous et pourquoi justement notre arrondissement populaire est-il visé particulièrement par ces suppressions de classes ? Voilà, on a besoin de plus de moyens, on nous en supprime. Nous sommes effectivement, nous, avec le groupe écologiste,
et citoyen auprès des enseignants, auprès de la communauté éducative, auprès des parents d'élèves qui se battent comme des forcenés pour garder les postes, garder les enseignants, garder les classes et garder tout simplement les moyens de réussir leur scolarité. Merci. Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai préféré quand même le ton de madame Roland à la dernière intervention, posture moins idéologique et plus pragmatique peut-être. Donner plus de moyens à l'école est rarement une mauvaise décision. Rarement. On a besoin de soutenir l'école. Et moi, dans la majorité, dans l'opposition, sur un plan national ou sur un plan local, n'en déplace à certains, je défends toujours l'intérêt général. Et donc oui, je soutiens les légitimes demandes des parents pour protéger notre école, pour protéger nos enfants. C'est ce que, comme parlementaire, pendant 5 ans, j'ai essayé de faire, en portant le dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire et zone d'éducation prioritaire renforcée, une mesure de justice sociale, une mesure qui a porté ses fruits, puisqu'aujourd'hui, des enfants qui étaient rentrés en 2017 en CP, qui sont sortis du système primaire dans nos quartiers populaires, ont un niveau sans équivalence en matière de lecture, d'écriture ou de calcul, et sont de niveau tout à fait comparable à des établissements de l'Ouest parisien. Et j'ai toujours voté des budgets d'éducation nationale en hausse et jamais autant de dépenses pour l'école, et c'est bien normal. C'est inacceptable, je le dis tel que je pense, de vouloir supprimer à Paris 176 et puis maintenant 173 classes. C'est inacceptable. C'est inacceptable, même si le nombre d'élèves diminue et qu'il y a un vrai sujet du départ des familles de Paris, qui est un vrai sujet qui doit nous interroger comme élus locaux sur la question des politiques publiques que l'on mène aussi, de leur accueil, sur la question du logement, sur la question dans certains quartiers de la tranquillité, d'accès aux équipements culturels, sportifs de qualité, de la qualité de vie, au fond, à Paris. Et là aussi, évidemment, la majorité municipale et les élus de Paris dans leur ensemble doivent évidemment contribuer à améliorer la situation. Mais 176, 173, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et même si je ne partage pas tous les considérants qui ont été écrits dans les vœux, j'en partage un certain nombre. En tout cas, les demandes qui sont formulées dans ce vœu me conviennent. Et à titre personnel, je voterai donc ce vœu. Merci. Rudolf Granier. Merci, monsieur le maire. Quelques vérités à rétablir, malheureusement, qui seront sans doute difficiles à entendre pour vous, mais madame Karine Roland, non, la démographie n'est pas à la baisse partout. Non, monsieur Perry-Barneau, avant de demander ce que les autres font au 18e arrondissement, qu'avez-vous fait aux habitants du 18e arrondissement pour qu'ils quittent le 18e arrondissement encore plus que les autres arrondissements de Paris? Pour qu'à l'échelle de Paris, 120 000 habitants, soit 20% d'élèves en moins, soit 20% en 10 ans, soit 27 500 enfants, ne soient plus à Paris. Qu'avez-vous fait au 18e? Qu'avez-vous fait à Paris? Et pire encore, depuis 2018, on subit une accélération avec 15% d'enfants en moins. Idem pour les collèges et pour les lycées, 2000 élèves en moins dans le second degré en 2022 par rapport à 2021. Et cette décrue démographique, elle est issue de la dégradation du cadre de vie des Parisiens. Les familles quittent Paris. C'est une réalité depuis que vous êtes au pouvoir. Et plus précisément, les moins de 40 ans. 50% de ceux qui quittent Paris ont moins de 40 ans, donc ceux qui font des enfants. La natalité est en baisse à Paris également. Ajoutez à ça la qualité variable du périscolaire, avec un nombre d'animateurs qualifiés qui baisse, qui manque, le cocktail est parfait pour accuser les autres, mais pas pour se remettre en question. Jamais. Rehausser l'attractivité des écoles et des collèges, comme l'a proposé tout à l'heure Éric Hellers, vous n'y pensez jamais. Ramener au niveau de 2017 les investissements dans l'enseignement. C'est une baisse de 37% depuis le 2017. Donc évidemment, quand les structures ne sont pas là, les parents sont obligés de faire un choix. Et la plupart du temps, c'est de quitter Paris qui devient de plus en plus invivable. Et c'est le fruit de cette politique que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. Ça vous émeut, ça vous agace, mais finalement, c'est votre responsabilité. Et se réjouir de la dédensification de Paris comme le fait Madame Hidalgo, c'est la conséquence. Donc, au bout d'un moment, soyez cohérents. Pour le groupe Changer Paris, nous demandons peu ou prou la même chose, mais en revanche, vous ne pourrez pas vous exonérer devant les Parisiens de votre responsabilité sur cet état de fait aujourd'hui. Et c'est un drame, je suis bien d'accord avec vous, monsieur Arnaud,
que vont vivre des familles, la plupart du temps, des familles qui sont dans des situations les plus complexes, et vous en serez les seuls et uniques responsables. Ce vœu, malheureusement, ne remet en cause absolument aucune politique publique que vous avez pu mener depuis 10 ans. Je le regrette. Pas un moment, il pourrait être écrit, oui, nous allons réinvestir, nous allons ramener le niveau d'investissement dans les infrastructures publiques, notamment, enfin, pour les écoles, au niveau où elles étaient en 2017. Jamais, jamais. Ce vœu ne peut pas recueillir notre avis, parce que nous aurons une position claire, nous. On ne peut pas être là, soutenir les parents, et puis soutenir la ville, et puis soutenir le rectorat, et puis dire, non, c'est pas possible. Donc, on ne vous soutient pas, et ce vœu, malheureusement, ne pourra pas recueillir un avis favorable de notre part. Je vous remercie. Je vais dire 2-3 mots. D'abord, je rappelle que l'arrondissement qui perd le plus d'habitants en proportion à Paris, c'est le 7e. Bon. Voilà, c'est un fait. La démographie parisienne évolue dans le 18e, elle évolue sur un cycle d'une vingtaine d'années. Effectivement, c'est un sujet de faire en sorte que Paris reste une ville qui permette à chacun d'y habiter. Voilà pourquoi nous nous engageons non seulement pour le logement social que vous refusez à peu près partout, à peu près tout le temps, mais que plus généralement, nous nous investissons beaucoup, et Yann Brossat en parlerait mieux que moi, pour le logement public en général, que nous luttons contre Airbnb avec les moyens qui sont à notre disposition, que nous luttons, et nous avons beaucoup augmenté les impôts sur les résidences secondaires, c'est très important pour nous aussi, que nous luttons pour faire en sorte qu'un certain nombre de bâtiments qui aujourd'hui accueillent des bureaux puissent accueillir du logement, comme ce sera le cas à Tati, que nous luttons pour de nouveaux quartiers à Chapelle-Charbon, Gare des Mines-Fillettes, à Ordonnaire-Poissonnier, bref, tout ce qui permet effectivement d'accueillir plus de personnes. Cela dit, la très grande politique que nous avons menée aussi d'éradication de l'habitat insalubre a réduit la part de suroccupation que nous avons dans nos logements. Et effectivement, quand on a un habitat qui est moins insalubre, on a plus de mètres carrés par habitant. Et donc oui, la politique que nous avons menée a eu aussi pour effet de faire en sorte que des familles qui étaient trop nombreuses dans des trop petits logements aient des meilleurs logements, et souvent hors du 18e. Et donc je ne pense pas, loin s'en faut, que nous soyons inactifs pour faire en sorte que les Parisiens puissent rester des Parisiens. Et d'ailleurs, Paris est une des rares grandes métropoles mondiales à être parvenue à maintenir en son sein, et c'est pas le cas du centre-ville de Londres, c'est pas le cas du centre-ville de New York, c'est pas le cas du centre-ville de beaucoup de villes quand on se compare à la même échelle, à faire en sorte que des habitants puissent continuer à y habiter, quel que soit leur niveau de revenus. Deuxième élément, je suis allé il y a quelques semaines à Marseille. Alors évidemment, on compare les extrêmes, mais je peux vous affirmer que l'importance de l'investissement de la ville de Paris dans l'éducation est incroyable par rapport à tout ce que vous pouvez comparer. Et c'est vrai pour l'entretien des bâtiments. Pourquoi est-ce qu'on dépense moins d'argent dans l'entretien des bâtiments aujourd'hui qu'avant? C'est parce qu'on les a mis aux normes, et que heureusement, on n'est pas obligé de mettre autant d'argent tous les ans dans tous les établissements. Une fois qu'on a fait les travaux, on les a fait. Quand on est sur un bâtiment nouveau, comme c'est le cas par exemple à la Chapelle internationale, croyez-moi, on mettra pas beaucoup d'argent pour entretenir cette école dans les 10 ou dans les 15 années qui viennent. Quand on refait complètement des bâtiments scolaires, on l'a fait. Et donc, on va pas le refaire tous les ans. Sinon, ça deviendrait un peu absurde. Et donc, la démonstration qu'on a intervenu massivement, c'est justement de pouvoir ensuite intervenir un peu moins, même si on continue à le faire, pour des travaux notamment de confort thermique, et c'est important. On a aussi encore beaucoup d'écoles Jules Ferry qui sont pas les moins faciles à entretenir, au contraire, hein, qui ont beaucoup de qualité, mais qui ont encore besoin de travaux. Et l'investissement que fait la ville de Paris dans le périscolaire, dans l'extrascolaire, dans l'accompagnement à la scolarité est incroyable par rapport à ce qui peut exister dans n'importe quelle autre ville de France. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation qui est faite aux élèves dans les autres villes qu'ici. La première chose que les Parisiens disent quand ils quittent Paris, soit qu'ils les choisissent, soit qu'ils y soient contraints par les prix de l'immobilier, c'est « Waouh, quel investissement de la ville de Paris pour nos écoles !» Demandez à tous ceux qui sont... Alors, certaines villes ne peuvent pas se le permettre, elles ont moins de moyens que nous. D'autres font des choix différents, mais allez voir l'investissement... je prends l'exemple de ma belle famille à Cagnes-sur-Mer, où les parents achètent le papier. Enfin, rendez-vous compte de l'importance de l'investissement de la ville de Paris
pour l'éducation de nos enfants, en dehors même de nos compétences. On est les seuls à payer des profs d'art plastique, des profs de musique et des profs de sport dans les écoles. Aucune autre ville ne fait ça. On est les seuls à décharger de cours la quasi-totalité de nos directrices et de nos directeurs d'école qui peuvent se consacrer à 100% de leur temps dans l'organisation de la vie scolaire, dans les projets pédagogiques. Regardez le nombre de séjours scolaires qui sont proposés dans nos écoles. C'est vrai beaucoup en REP et en REP+, mais aussi dans nos autres écoles. On est les seuls à avoir un centre de formation pour le périscolaire. Enfin, qu'est-ce que vous racontez ? Confrontez-vous un peu à la réalité. Arrêtez d'imaginer que ce que vous croyez est la réalité. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas de collectivité en France qui fasse autant pour les élèves que Paris. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et les profs, les directeurs d'école et les parents d'élèves, eux le savent très bien. Voilà pourquoi nous prenons nos responsabilités devant les Parisiens et que, pour le moment, à 4 reprises successives, 5 dans le 18e, ils nous ont fait confiance. Parce que oui, nous prenons nos responsabilités devant les Parisiens, ça s'appelle les élections municipales. Jusqu'à présent, tout peut changer, mais a priori, et ça fait quand même 5 fois dans le 18e, ils ont considéré que, par exemple, sur ces sujets, on était à la hauteur de leurs attentes. Donc je pense que vous avez une vision tellement caricaturale de Paris, et que vous appliquez de façon tellement caricaturale vos propres perceptions à ce qu'est la réalité de l'éducation, que vous en venez à dire des choses qui sont complètement absurdes, notamment dans l'investissement de la ville de Paris sur le périscolaire. Enfin, quand même, allez voir un peu ce qui se fait ailleurs, quoi. Être élu, parfois, c'est aussi un peu benchmarker. C'est le mot moderne. Allez benchmarker, allez voir ce qui se fait ailleurs, et vous verrez à quel point. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup de familles parisiennes sont prêtes à faire des efforts immenses pour rester habité à Paris. Et en général, quand on a des enfants à l'école, notamment dans les quartiers populaires, on fait tout ce qu'on peut pour rester à Paris. Et d'ailleurs, certains qui déménagent font tout ce qu'ils peuvent pour continuer à faire croire qu'ils habitent à Paris. Et si c'était tant la catastrophe que ça, les écoles parisiennes, croyez-moi qu'on aurait moins, alors c'est pas nous qui les faisons, hein, mais que l'éducation nationale nous ferait moins la chasse aux fausses adresses à Paris. Parce que la réalité, que ça vous plaise ou non, c'est que les parents d'élèves, et c'est vrai à Saint-Ouen, et c'est vrai à Saint-Denis, et c'est vrai à Aubervilliers, et c'est vrai partout, mais le privé... Ah, alors d'abord, moi je vous ai pas interrompu, non mais je veux bien que vous soyez un tout petit peu correct, ça me plairait, parce que j'aurais pu vous interrompre à mesure que vous racontiez des bêtises, et moi je l'ai pas fait, donc supportez que je vous rappelle un certain nombre de réalités. Je sens que ça vous gêne. Parce que quand on pointe votre méconnaissance de la réalité du 18e, ça vous dérange, ça vous gêne. Ben, j'y suis pour rien. Connaissez mieux le 18e et vous serez moins gêné par les réponses que je vous fais. Et connaissez mieux intéressez-vous un peu plus au 18e et vous serez moins agacé par les réponses factuelles que j'apporte à votre contre-vérité. Parce que votre intervention a été un tissu de contre-vérité du début à la fin. J'en reviens au sujet qui nous occupe. Celui du nombre de classes. Oui, bien sûr, un certain nombre de fermetures de classes, c'est toujours possible, ça s'est fait tout le temps. C'est vrai qu'on avait l'habitude dans le 18e d'être un peu plus préservé que les autres arrondissements parce que nous faisions tellement d'efforts en faveur de la mixité sociale et de la mixité scolaire que nous obtenions des moyens très importants par rapport à d'autres arrondissements, c'est vrai. Mais on avait raison. Et la bonne politique, c'était celle qui préservait les classes dans le 18e, pas celle qui les ferme. Et donc moi, je ne comprends pas qu'un élu du 18e puisse considérer que c'est une bonne chose de fermer des classes dans notre arrondissement. Ça n'a pas de sens. Parce que nous avons des besoins dans les établissements en REP et en REP+, mais aussi dans les établissements aux IPS plus élevés. Parce que dans le 18e, on accueille, y compris dans les établissements les plus aisés, beaucoup d'élèves allophones. Nous avons énormément d'élèves dans les hôtels sociaux qui sont dans les écoles, comme à Hermel, comme à Monceny, comme à Oudon. Et donc, il y a des besoins spécifiques aussi dans ces établissements. Et donc, nous défendons bien sûr les moyens des établissements en REP et en REP+, évidemment, mais aussi l'ensemble des écoles, y compris à l'ouest de l'arrondissement, parce que ces écoles, elles font un effort très important pour accueillir le plus largement possible. Enfin, nous avons insisté dans ce vœu sur la question de l'accueil des élèves en situation de handicap, parce que ça compte beaucoup pour nous. Et donc, vraiment, je le dis, nous nous mobilisons aujourd'hui autour de ce vœu. Nous organiserons une réunion à 18h30 le 13 mars prochain, ici même à la mairie, avec les communautés scolaires, et on va se battre. Comme on s'est battu pour la mixité scolaire, au moins aussi fort. Parce que c'est pas possible de raconter à longueur de journaux à quel point c'est génial les bisecteurs dans le 18e, et à quel point on a eu raison de le faire. Et moi, je suis très heureux que le ministre de l'Éducation nationale prenne exemple du 18e sur les questions de mixité. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Et aller au bout, c'est nous donner les moyens dont on a besoin. Ce qu'on a obtenu
de plein de gouvernements différents. C'était vrai sous la mandature présidentielle précédente, celle d'avant ou celle encore avant. Il y a une rupture dans la façon dont l'État, le gouvernement voit l'éducation aujourd'hui, et je pense que c'est une faute. Et d'ailleurs, et j'en aurais fini par là parce que sinon je vais être vraiment trop long, ce que je suis déjà, aucune fermeture de classe dans l'Académie de Paris ne bénéficie à des ouvertures de classe ailleurs que dans l'Académie de Paris. Si encore on nous disait on supprime des profs à Paris pour les mettre à Saint-Denis, éventuellement la question se poserait. Mais on ne crée pas de place à Saint-Denis, à Saint-Ouen ou à Aubervilliers. Et donc, ou dans le Cantal, ou dans les zones extrêmement rurales. Et donc c'est une vision purement comptable de ce qu'est l'école, et c'est une faute, et cette faute elle doit être dénoncée par ce vœu et puis par notre mobilisation. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est fort heureusement adopté.